c'est la chronique politique avec Agapite Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Ali. Bonjour Agapite Napoléon Maforican, vous êtes là pour la chronique politique. C'est un jour un peu particulier pour les acteurs politiques béninois parce que en ce 10 octobre s'ouvre le dialogue politique national. Et le titre de la chronique politique de ce jeudi, c'est Place à la politique. Tout simplement. Voilà. Alors justement, c'est un dialogue qui a été pensé, initié par le chef de l'État. Et quelques jours avant ce jour J, on a entendu des polémiques, qui va participer, qui ne va pas participer, qui est invité, notamment à ce dialogue politique. Agapite Napoléon Maforican. D'abord, avant de parler de qui est invité, oui. Il faut justifier le titre, Place à la politique. Donc, vous l'avez dit à l'ouverture du plateau. C'est une journée un peu spéciale et particulière au Bénin. On n'a pas tous les jours accès à un tel événement et je dois dire que depuis 1990, la conférence nationale, on n'a plus droit à un débat politique organisé et structuré comme celle-ci. Alors, donc justement, comme la rencontre d'aujourd'hui, et justement, qui est invité, c'est pas dire structuré simplement parce que ce n'est pas de cette grande messe où on convie tout le monde en disant, voilà, tous les partis, venez. Donc ici, nous sommes dans un cadre cohérent qui reste dans la logique du travail que fait le gouvernement depuis 2016, c'est-à-dire la logique des réformes engagées. Donc, ne sont invités que les partis politiques régulièrement enregistrés dans le cadre du nouveau cadre, en respect du nouveau cadre législatif en vigueur en République du Bénin. Donc, des partis politiques régulièrement enregistrés et au regard donc de la charte des partis politiques adoptée en septembre 2018 et promulguée en octobre. Et donc, donc en vertu de cette charte de partis politiques que ces partis-là sont invités. Certains se demandent pourquoi uniquement les partis en règle. Parce que c'est eux les partis. C'est tout simplement. C'est parce que c'est eux les partis politiques qui ont devant les majeurs. Si on invite les majeurs à une réunion, on ne va pas prendre les mineurs. Au Bénin, le pays, pour aller aux élections présidentielles, il faut avoir 40 ans, révolu, à la date du dépôt des dossiers. Et il ne faut pas dépasser 70 ans. Donc, pourquoi? On peut se demander pourquoi. Donc, c'est un choix. Mais le choix ici, c'est un choix, c'est quand même une logique. Il y a un nouveau cadre législatif qui est en vigueur. Il est évident que quand vous ne remplissez pas ces conditions, vous n'êtes pas parti politique. Notre constitution dit que c'est les partis politiques qui animent la vie politique nationale. Donc, nous y sommes. Et c'est pour ça que je vous dis que ces débats politiques se déroulent dans une certaine structuration, une certaine cohérence des actions menées par le gouvernement depuis son avènement, c'est-à-dire dans la logique des réformes entreprises, l'œil est arrivé sur la progression des actions pour ne pas quitter la ligne et que le gouvernement s'est donné. Donc, vous ne pouvez pas engager des réformes et les décider ou bien les piétiner vous-même. Donc, c'est une logique, c'est normal que ce soit les partis régulièrement enregistrés qui soient invités. Et justement, parlant de ces partis, pourquoi doivent-ils y être? Ah oui, mais non, ils ne doivent pas y être. Doivent, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une obligation. Ils ne sont pas tenus. Maintenant, quel intérêt ont-ils à y aller? Ah oui, mais là, c'est là que justement la politique prend tout son sens. Parce que lorsque vous êtes parti politique, vous avez vocation à animer la vie politique nationale, à conquérir le pouvoir et à l'exercer. C'est le niveau suprême de la gestion des affaires de l'État, des affaires publiques. C'est conquérir le pouvoir et l'exercer. Regardez aujourd'hui, au niveau des positionnements, c'est le BR, c'est l'UP, parce que c'est eux qui ont été aux élections législatives. C'est eux qui sont allés à la conquête du pouvoir, c'est eux qui exercent autour du chef de l'État. Et selon le dosage politique qu'il veut bien donner à son action, c'est eux. Au Parlement, c'est eux. Dans les institutions, c'est eux. Donc, c'est pour dire quoi? Si vous avez envie de compter, si vous avez envie d'avoir voix au chapitre, comme on le dit dans un langage soutenu, si vous avez envie donc de passer votre vision, de le traduire en vision, d'avoir l'occasion de traduire votre vision, de la transformer en vision de l'État, il faudrait déjà aller à la conquête du pouvoir.
Or, ce débat politique s'inscrit dans la logique des réformes. Lesquelles réformes mises en application lors des législatives d'avril dernier ont montré quelques signes de faiblesse ou bien d'incohérence peut-être, ou d'insuffisance, c'était le mot, merci, oui. Et ont montré quelques signes d'insuffisance et relevé par le chef de l'État lui-même dans son message d'avril, dans l'interview qu'il a accordé à des confrères, et qui mérite d'être revu. Une fois, vous ne pouvez pas apprécier la qualité d'un test qu'après son application. Et donc, une fois appliqué, il y a quelques éléments qui ont sauté à l'œil, qui méritent d'être revus. Et donc, ce débat permettrait sans doute aux différents acteurs donc de passer en revue ces insuffisances et de tracer des nouveaux sillons pour leur collaboration future. En fait, parce qu'il faut rétablir la confiance. Par exemple, rétablir la confiance mérite que les protagonistes se parlent. Or, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup en veulent au gouvernement, beaucoup en veulent au parti et UPIBR qui sont réputés proches donc, du pouvoir et qui ont été les seuls qualifiés pour aller aux législatives. Voilà. Donc, et d'ailleurs, vous voyez au niveau des réseaux sociaux la circulation d'un certain nombre de documents qui montrent que tous les invités, il semble qu'ils sont 8 être invités, 9 partis politiques invités, que tous les 9 invités, il y en a 2 qui hésitent. Et ce matin du 10 à 7h15, 7h20, on ne peut pas dire que si effectivement l'UP et si effectivement FCBE et DID, donc il serait là. On ne peut pas le dire avec force, conviction, parce que FCBE ira, il n'ira pas, non, c'est démenti. Donc il faudrait attendre certainement d'être sur place à la présidence de la République, donc dans quelques minutes. Oui, dans 90 minutes, justement, pour savoir si FCBE, les 7 autres n'ont pas fait de déclaration, donc on présume qu'ils seront là. Donc quel intérêt ils ont à y aller? Ils y vont parce qu'ils ont envie de discuter. Ils n'y vont pas parce qu'ils estiment que bon, ils vont continuer leur combat autrement. Ils ne sont pas tenus d'y aller. Leur absence aura-t-elle un impact sur la qualité du dialogue? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le dialogue n'est pas une exigence de la démocratie, de l'ordre institutionnel. Ce n'est pas une exigence. Ce n'est pas une nécessité. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un impératif. Sans dialogue, la vie peut se poursuivre normalement. Vous savez, parfois, dans la vie courante, vous avez quelques petits problèmes, et même sans vous parler, ça se dégèle de lui-même, ou ça se renforce. Oui. C'est exactement la même chose sur le plan politique. Ici, nous sommes dans un cadre organisé de manière cohérente. On a un président on a des institutions sur la base des lois de la République, mais elles tourneront toujours, elles tourneront tant que l'ordre constitutionnel serait en place, et il n'y a pas de raison que l'ordre ne serait pas en place. Donc, il est évident que tant que l'ordre est en place, tous les 5 ans, on aura un renouvellement. En tout cas, on aura élection présidentielle. Tous les 4 ans, on aura les élections législatives. Et ainsi de suite, qui vont engendrer des renouvellements des institutions de la République au terme des mandats. Donc, de manière mécanique, il tourne, il fonctionne. Après, le débat vient pour permettre aux acteurs de se parler, de faire quelques concessions peut-être, de régler quelques écarts de compréhension, de lire peut-être de la même manière un texte dont la compréhension paraît complexe. Je vous donne l'exemple de ce fameux article, c'était 242, oui. Par exemple, du code électoral, qui fait quand même jaser parce que, comme je le dis, ça relève tellement d'une simple analyse logique, mais du français, je veux dire, et un peu d'arithmétique. Donc, exercice du coup primaire. Mais bon, enfin. Donc, si on prend le 242, vous vous rendez compte que, en fait, il suffit que les acteurs s'asseyent, se parlent, en toute confiance, pour que les médias et les réseaux sociaux n'aient pas à s'occuper une journée, une semaine, un mois sur ça. Donc, le dialogue a son intérêt. Le dialogue a sa place dans la démocratie. Le dialogue est utile, mais il n'est pas absolument indispensable. Donc, ça veut dire que si un acteur manque, il l'aura choisi. Ça ne lui enlève rien. Il n'a rien. C'est à lui de savoir. Il pèse le pour et le contre
d'y être ou de ne pas y être. Est-ce que les conditions lui sont faites pour qu'il y soit? Oui, puisque les 9 ont été régulièrement inscrits. Donc, ils sont invités. D'ailleurs, le gouvernement allait plus loin. En nommant déjà le modérateur général, disons le coordonnateur ou le modérateur général, qui est le professeur Dorothée Sosa, connu. Il a été ministre sous Mathieu Kérékou. Je dois avouer que nous avons été ensemble membres d'une commission de suivi des élections, un peu comme de la société civile. Donc c'est quelqu'un qui a connu un peu, pas très grand militant politique. C'était observateur des activités électorales. C'était avec le centre africain Bota. Il a présidentiel en 2001. Il était coordonnateur général de cet observatoire des activités électorales. Déjà, donc ancien doyen de la faculté du droit. Il vient de terminer son mandat à l'OADA. Donc, c'est quelqu'un qui a un procès de droit privé, mais qui connaît un peu le milieu, ancien ministre de l'enseignement supérieur. C'est d'ailleurs lui qui a fait qui a lancé la réforme des universités, notamment la création de l'université de Parakou et donc la décongestion de l'université d'Abomey Calavi. Ça a été une décision rapide qui a été faite un peu dans les conditions difficiles. Il fallait lancer avant de régler les problèmes après. Je pense que ça a été fait sur lui. Après, il a été ministre de la Justice. Il a été ministre de la Justice. Donc, voilà, c'est pour dire qu'il connaît un peu, il connaît bien le pays. Mais ce n'est pas un militant politique connu. Ce n'est pas quelqu'un de FCBE, ce n'est pas quelqu'un de DUD, ce n'est pas quelqu'un de UP ou de BR connu. Il peut être partisan, il peut être sympathisant, personne ne sait, mais ce n'est pas un clivant, puisqu'il n'est pas fiché dans un camp. Quand vous prenez le professeur Topanou, président Victor, qui est le rapporteur désigné, lui, c'est un autre tempérament, connu également, clivant peut-être, mais quand même ouvert, à mon avis, disponible. Il n'est pas fiché FCBE, il n'est pas fiché non plus IDUD, il n'est pas fiché UP ni BR. Et lors des législatives, il a fait des sorties quand même pas toujours appréciées, qui laissaient à redire. Donc, mais à la veille, on retient quand même qu'il a dit, moi j'irai voter. Ça c'est quand même important. Je ne dirai pas ce qu'il ferait. Je ne dirai pas ce qu'il ferait. Vous verrez ce qu'il ferait le jour-là. C'est ce qu'il a dit, il n'a pas dit j'irai voter. Mais il a quand même il a l'ouverture de ne pas fermer les portes au dialogue. Donc, le voilà au dialogue. Je pense que ces deux, que ce soit le professeur Dorothée Sosa, que le professeur Victor Topanou, je pense qu'ils représentent, déjà les deux, ce n'est pas le même tempérament, ce n'est pas les mêmes manières de voir, de fonctionner, ce n'est pas les mêmes prises de position. Donc, je pense qu'on a la variété déjà au niveau de la direction, et donc, les acteurs politiques doivent se lâcher et éviter sans doute les formules du genre on exige, on a préalable. Il n'y a pas de préalable. Quand vous n'avez pas. Le préalable, c'est que quand le gars a un intérêt à ce que vous soyez là particulièrement. S'il n'a pas un intérêt que vous soyez là, vos préalables tombent. Il faut les évacuer. Donc quand moi je dis, on dit, c'est d'abord un préalable au dialogue. Il dit, mais on vous dit, viens, on va discuter. Mais va et dis ce que tu as envie de dire. Mais dis un préalable, mais tu es dans quelle position? On t'invite, tu vas, tu dis, voilà, voilà, d'accord, merci. Dans le débat, je souhaiterais que nous évoquions tel aspect. Mais si tu dis c'est un préalable, le préalable pour qui? C'est pas quand on dit le débat n'est pas une exigence. C'est pas une nécessité. C'est une nécessité, mais c'est pas une exigence. C'est pas un préalable démocratique, un préalable institutionnel. C'est toujours utile pour la démocratie, mais c'est pas absolument indispensable. Donc voilà, vous comprenez que les acteurs invités ont intérêt à y aller et faire passer leur voix, essayer d'utiliser ce cadre pour convaincre le gouvernement que telle option qu'il prend n'est peut-être pas la meilleure, que telle option que l'UP et le BA lui font prendre ne sont peut-être pas les meilleures, et que c'est l'occasion peut-être de repérer des réglages, des restructurations, des améliorations, peut-être des retours. C'est l'occasion de mettre tout sur le tapis s'ils ont envie. Mais bon, s'ils font la politique de la chaise vide ou la politique des préalables, je ne pense pas qu'ils pourraient gagner quelque chose.